Bonjour à tous, il est midi, je viens juste d'ouvrir ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui est connecté. Merci à tous de nous rejoindre en ce mercredi, dernier mercredi de juillet. Il fait chaud, c'est les vacances pour beaucoup. Donc merci beaucoup de prendre le temps. C'est aussi les Jeux Olympiques. On va laisser quelques minutes pour s'assurer que tout le monde ait le temps de nous rejoindre aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat et à partager aujourd'hui d'où vous nous rejoignez, dans quelle ville vous êtes, quelle température il fait et aussi l'entreprise. On va laisser voilà, quelques minutes. Bonjour Ambre, bonjour Adrien. N'hésitez pas, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, à commenter dans le chat, nous dire de quelle ville vous vous connectez aujourd'hui, quelle température il fait et quelle est l'entreprise. On va attendre encore quelques minutes. Je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont connectées. On va attendre que les participants se joignent. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, on va se retrouver aujourd'hui pendant 1 heure pour discuter d'un sujet passionnant chez Okodo. On va discuter voilà, des stratégies gagnantes pour lancer sa marketplace B2B. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. Si vous travaillez encore, c'est bientôt les vacances pour pas mal de monde. Peut-être que vous êtes dans un bureau qu'on espère climatiser. Peut-être que vous êtes sur le lieu de vacances. Merci beaucoup en tout cas de prendre le temps aujourd'hui de nous rejoindre. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vois qu'il y a suffisamment de participants. Donc, je suis Cécile Vaught, je suis responsable commerciale chez Okodo. Et aujourd'hui, nous allons avoir 1 heure pour aborder ce sujet passionnant de comment développer sa marketplace. Je suis accompagnée par des experts sur le sujet des marketplaces que je les laisserai se présenter dans quelques instants. Avant d'entamer une conversation très riche et d'écouter leur stratégie, leurs conseils sur les stratégies gagnantes pour lancer sa marketplace, nous allons passer un petit peu de temps pour vous présenter le centre de recherche qui vient d'être publié le mois dernier par Okodo. Ensuite, nous aurons la discussion de groupe. On passera un petit moment pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas pendant la conversation à utiliser le chat pour nous poser des questions. On gardera 10 minutes à la fin pour y répondre. Et enfin, nous conclurons. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la place à nos intervenants pour se présenter aujourd'hui. Olivier, on va commencer par toi. Merci Cécile. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous déjà. Merci d'assister à ce webinaire. Moi, je suis Olivier Tavares, senior account exécutif, principalement en charge de la verticale B2B chez Lemonway, qui est une solution de paiement exclusivement dédiée au marketplace. Donc, on accompagne à la fois des marketplaces en B2C, mais également des marketplaces en B2B, avec un focus important qui est fait sur cette verticale, notamment grâce à un écosystème de partenaires forts comme Okodo, avec lesquels on travaille main dans la main. Voilà, on opère dans toute l'Europe. On a processé sur l'année 2023 quasiment 10 milliards d'euros de volume de transactions. Donc, je suis ravi de répondre à l'invitation d'Okodo pour faire partie de cette discussion. Merci Olivier. On est ravis également de t'avoir aujourd'hui pour ce webinaire. Quentin, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Quentin Cloirec, je suis le cofondateur et CEO de Trees Engineering. Alors déjà, merci pour l'invitation. Trees Engineering, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un Malte de l'ingénierie dans l'énergie. Donc, j'imagine que j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Et donc, moi, je suis basé en Malaisie, actuellement en Thaïlande, parce que j'ai des petits clients à voir.
Et on a ouvert Triz en France sur le marché l'année dernière. Donc, voilà. Super, merci Quentin. Tu nous fais voyager. On a l'impression de partir un peu en vacances. Vincent, je vais essayer de te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, Vincent Bellandouze. Je vous parle de Corse. Pour le coup, c'est un peu moins loin, mais je suis en Corse actuellement. Je suis entrepreneur. J'ai déjà eu plusieurs entreprises. Actuellement, entrepreneur dans le secteur de la mise à disposition de personnel dans le secteur de l'énergie. Et j'ai une autre activité qui est coach de dirigeants. On appelle ça des dirigeants coach pour un des leaders en France du coaching qui s'appelle Isho Partners. Chez Isho Partners, on accompagne des dirigeants dans tous leurs défis chez Isho, je suis celui qui a la lourde tâche d'être expert en marketplace digital et en digitalisation de façon générale. Mes interlocuteurs sont principalement les dirigeants et leurs COMEX. Donc avant ça, ce qui m'a permis d'obtenir cette expertise, j'ai été un des pionniers dans la marketplace B2B nouvelle génération avec Aniel Marketplace. Le projet lancé en 2016, on était live en 2019. Aniel Marketplace s'adresse à tous les réparateurs dans le secteur de l'automobile et donc fournit tous leurs besoins en termes de pièces et consommables sur le marché français. Merci pour cette introduction et oui, hâte d'aller dans le vif de la conversation et d'écouter et de partager toutes ces expériences pour notre audience. Foucault, on va terminer par toi, si tu peux nous faire une petite introduction. Merci beaucoup Cécile. Bonjour à tous. Donc Foucault Bouhan, moi je suis directeur commercial chez Cocolabs. Cocolabs, c'est l'agence web experte en marketplace en France. On a développé un petit peu plus d'une centaine de marketplaces depuis 2016, dont une très bonne partie sont justement sur la thématique B2B. Et donc merci à Okodo pour l'invitation et très content de participer. Super, merci beaucoup. Sans plus attendre, on va commencer par faire une petite revue du centre de recherche Marketplace. Alors le centre de recherche de Marketplace, Knowledge Hub, comme on l'appelle chez nous, qu'est-ce que c'est et pourquoi on l'a créé? Chez Okodo, nous sommes les leaders des solutions de paiement pour les marketplaces en B2B. On est régulièrement sollicité par des dirigeants, par des exploitants de places de marché, que ce soit dès l'inception, dès la création de leur marketplace pour intégrer un module de paiement pour le B2B, mais aussi ça peut arriver qu'on accompagne des projets de transformation, notamment quand des marketplaces veulent limiter le risque de désintermédiation et ils décident d'ajouter un module de paiement. Donc avec toutes ces conversations qu'on a, c'est vrai qu'on a vraiment une position privilégiée. Comme les participants à ce webinaire aujourd'hui, on a une position privilégiée dans l'écosystème et on s'est rendu compte au fil de ces conversations avec ces dirigeants, avec ces exploitants, qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement, de conseils, d'avoir une sorte de roadmap et de savoir un petit peu quelles étaient les grandes étapes de la création, quels étaient les conseils. On a donc décidé de créer un centre de recherche pour mettre à disposition toutes ces ressources pour accompagner les entrepreneurs qui se lancent, les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprises qui ont déjà des business pour les accompagner, pour avoir toutes les ressources nécessaires. Donc, vous pouvez utiliser ce QR code pour accéder directement au centre de recherche. Si vous êtes connecté aujourd'hui en direct, vous recevrez un email à la fin de ce webinaire pour y accéder directement. Et si vous le regardez on demand, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Donc, dans le centre de recherche, comme je vous le disais, il va vraiment y avoir énormément de contenu mis à disposition pour vous accompagner, notamment un rapport exclusif qu'on a publié avec Lemonway en partenariat. On est allé interviewer une centaine de dirigeants de marketplace et on a vraiment compilé toutes leurs réponses pour avoir des points clés qui soient vraiment actionnables, pas simplement des grandes réflexions, des réflexions, mais également des points clés vraiment concrets pour permettre d'accompagner les personnes qui souhaiteraient mettre en place des nouvelles places de marché. On a également
fait une cartographie du marché. Alors, c'est peut-être pas très grand sur votre écran, mais je vous invite à la télécharger et à la regarder. C'est vraiment un Lumascape du marché des marketplaces B2B. C'est un marché qui est en pleine effervescence. On les a catégorisés par industrie et comme vous le voyez, il y a énormément d'acteurs. On va continuer, je pense, à mettre à jour cette carte pour voir comment le marché évolue dans les années à venir. Et enfin, vous y retrouverez également des interviews, des aides-mémoires, des guides pratiques. C'est vraiment un lieu de vie. Il y aura également des podcasts. On a enregistré ces dernières semaines. D'ailleurs, je crois que des intervenants d'aujourd'hui ont participé. Donc, n'hésitez pas à revenir dans les semaines qui viennent, à vous inscrire, à vous abonner pour recevoir un peu plus de contenu. Voilà, cette introduction est faite. Je vous ai présenté le centre de recherche. C'était un petit peu l'amuse-bouche. C'est midi, c'est l'heure de déjeuner si vous êtes en France. Donc maintenant, passons au plat de résistance et attaquons la discussion de groupe avec nos intervenants. Donc j'aimerais déjà commencer peut-être, Quentin. On va peut-être commencer par toi. Comme aujourd'hui, tu es à la tête d'une marketplace. J'ai beaucoup aimé ton analogie justement de dire Trees Engineering, c'est le malt des projets d'ingénierie. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux juste nous partager un petit peu ton expérience et nous dire tout simplement pourquoi tu as décidé de créer une marketplace B2B? Ok. Alors déjà, je viens d'une formation d'ingénieur. Je suis ingénieur dans l'énergie. Et juste après ma formation, j'ai rejoint ces ESN dans l'énergie, dont d'ailleurs pour laquelle Vincent travaille dans ce secteur. Donc, ce n'est plus ni moins de la mise à disposition de personnel. Donc, j'ai travaillé pour ce type de société. Donc, on les appelle les ESN en IT pendant 10 ans. Et déjà, je m'étais posé la question à l'époque, comment faire pour digitaliser tout ça. Et j'ai suivi pendant de nombreuses années en fait l'évolution des marketplaces comme Fiverr, Upwork, Freelance.com et Malt. Et puis en fait en plein Covid, avec l'essor du freelancing, avec l'essor des marketplaces, j'ai fait une petite revue de marché et j'ai vu qu'il n'y en avait aucune en fait. Je ne sais pas si on m'entend toujours. C'est bon, on t'entend. On t'a perdu pendant une seconde, mais tu es revenu. Bon d'accord, j'ai vu. Ok. Et en fait, donc pendant le Covid, j'ai plus de travail et je me suis rendu compte en fait qu'il manquait ça sur le marché en fait. Il manquait une marketplace dédiée en fait aux services dans l'énergie, donc que je connaissais très très bien parce que j'ai fait ça pendant 10 ans. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas lancer ce type de service sur le marché. Et donc on l'a lancé déjà en Malaisie parce que je suis basé là-bas. Et on l'a lancé récemment en France, ou d'ailleurs en France où il y a de plus en plus de marketplaces qui se lancent dans la construction, dans l'énergie. Donc voilà pourquoi j'ai lancé ça. Super, merci pour cette introduction. Ce fameux Covid aurait effectivement eu des impacts sur beaucoup de personnes. Donc ce que j'entends, c'est que ta marketplace a été créée assez récemment. Et c'est vrai quand on commence quasiment de zéro. Donc j'imagine que tu as dû faire un travail hyper important pour attirer des vendeurs, des acheteurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu as géré cette partie-là? Voilà, quelles ont été tes tactiques, tes stratégies? Est-ce que tu as eu des approches marketing ou promotionnelles différentes pour tes acheteurs et tes vendeurs? Sachant que j'utilise les termes d'acheteurs et de vendeurs, ça s'applique peut-être pas tout à fait à Trees Engineering parce que c'est vrai qu'on est plus dans le service, donc je ne sais pas si la définition est la bonne, mais est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous expliquer ces mécanismes d'offre et de demande? Et on ne t'entend pas. Allô, vous m'entendez? Oui. Je vois que j'ai des problèmes et j'ai la question en entier. Ok. Alors, je suis pas parti de zéro, non, parce que un modèle de freelance marketplace B2B, c'est plus ou moins de la digitalisation des services de mise à disposition de personnel.
Donc, en gros, j'avais déjà une grosse base de clients et j'avais déjà une énorme base de potentiels candidats. Donc, je suis pas vraiment parti de zéro. Ce qu'il fallait, c'est en effet ramener ces candidats sur la marketplace et ramener les besoins clients sur la marketplace. Le gros challenge, c'était plutôt pour développer cette marketplace. Moi, ça a été ça le challenge, c'était de construire en fait une marketplace, un service, tout en s'inspirant des marketplaces existantes, afin d'adapter un service existant, mais pour un autre marché qui était donc le marché de, là pour le coup, de l'ingénierie dans l'énergie. Donc après, en effet, la poule, c'est un peu ce qu'on appelle le chicken and egg issue. Il fallait en effet, pour ramener des consultants sur la marketplace, il fallait qu'on ait des besoins clients. Les besoins clients, on les avait. Donc, on postait les besoins clients sur la marketplace. On ramenait ensuite des potentiels freelancers en les faisant s'inscrire sur la marketplace et en les faisant répondre directement. Et je n'ai ni plus ni moins, en fait, j'ai appelé, moi, comment j'ai fait? J'ai appelé des gens de Malte et je leur ai posé la question, en fait, comment ils avaient fait pour se développer. J'ai appelé des gens de Fiverr, des gens de Upwork. Ils ont démarré leur marketplace comme ça. Je me suis dit, je ne vais pas réinventer la roue. Je vais tout simplement suivre leurs conseils, suivre leur modèle. Et c'est comme ça, au final, qu'on a grossi la marketplace, qu'on allait chercher des clients et qu'on a attiré ensuite de plus en plus de potentiels vendeurs, on va dire, sur la marketplace. Très intéressant. Puis après, pardon, et en termes de communication, en effet, c'est deux communications différentes. Les consultants, c'est du LinkedIn, tout simplement. C'est là où on les attire. Et les clients, après, les clients, c'est à nous d'aller les chercher. Ça, c'est le travail des sales et des BD, j'ai envie de dire. Après, donc, d'aller chercher les clients. Les clients, ils voient forcément ce qui se passe sur LinkedIn. Ils vont pas forcément nous approcher sur LinkedIn. Mais après, c'est à nous d'aller les chercher. Et tout ça, c'est juste du travail de BD et de sales classique. Très intéressant. Donc, ce que j'entends vraiment, c'est qu'effectivement, il y avait un travail de réflexion en amont et il y avait une utilisation d'un réseau de ressources pour pouvoir avoir une offre déjà à présenter qui ajoute de la valeur un petit peu pour les deux parties. J'aimerais continuer cette conversation aussi et avoir le partage de Vincent, parce que toi aussi, ta marketplace, quand tu étais à la tête de Aniel Marketplace, tu as lancé Aniel. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu, voilà, comment cette marketplace, comment tu as fait pour qu'elle ait autant de succès, quelle a été ton approche, qu'est-ce qui a permis de la développer? Alors déjà quand j'ai lancé la marketplace chez Aniel était déjà un distributeur de pièces détachées de carrosserie automobile, hein, donc avait déjà une activité, un stock des pièces, une offre, une bonne connaissance du marché, avait un certain nombre de clients. Et la raison qui m'a poussé à franchir le pas assez tôt, hein, finalement, c'est la typologie de clients que j'ai dressée principalement sont des carrossiers. Et les carrossiers, peuvent réparer n'importe quoi, n'importe quelle pièce sur n'importe quelle voiture, de n'importe quelle marque, de n'importe quelle année, etc. Et donc au global, au début, en mettant des pièces sur les étagères, on arrive à monter assez vite, hein, dans un taux de couverture. Et rapidement, en fait, je me suis trouvé confronté à une sorte de plafond de verre avec un taux de couverture uniquement sur les pièces de carrosserie aux alentours de 43-45% de couverture du marché. Et là, on était vraiment, et je voyais que typiquement, pour vous donner quelques chiffres, pour passer de 45 à 50%, il aurait fallu que je passe de 30 000 refs sur mes étagères à plus de 100 000 refs sur mes étagères. Et pour faire 100%, au global, c'était 12 millions de refs qu'il aurait fallu que je puisse stocker. Bien entendu, 12 millions de refs, vous voyez, personne quasiment n'est en mesure de les stocker, à part les constructeurs. Donc, l'idée, ça a été de dire, nous, on a un savoir-faire au niveau digital. On a été capable de bien digitaliser nos ventes en B2B via un site de e-commerce. Donc ça a été une première étape qui a été importante. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller trouver les autres acteurs du marché et on va leur proposer de venir vendre à nos clients. Et pourquoi on a fait ça? Parce que ce que l'on sait aussi, c'est que chez nos clients, la principale chose qui nous remontait de négatif, c'était
Enfin, les choses positives, c'était le service top, vos prix, vos pièces, tout va bien, vous avez un commercial qui passe, ça c'est génial, etc. Mais par contre, vous n'avez pas tout. Et pour nous, c'est hyper pénible de devoir aller acheter des pièces chez vous, et puis après aller pour la pièce d'occasion aller chez un casseur, et puis après pour la pièce le reste des pièces, quand c'est une pièce Renault, d'aller chez Renault, quand c'est une pièce Peugeot, d'aller chez Peugeot, etc. Et puis en plus, Renault a son propre site de e-commerce, et puis PSA, Stellantis aujourd'hui pareil, et Volkswagen, et les marques, toutes les marques coréennes, japonaises, maintenant chinoises. Et donc en gros, il y avait un vrai pain point chez le client, qui était de devoir passer énormément de temps à gérer leur commande de pièces. Et en plus, avec des conditions à chaque fois assez difficiles à retrouver. Ils négocient en début d'année, mais au bout de 3 mois, ils ont complètement oublié les conditions qu'ils ont pu négocier avec tel ou tel fournisseur, etc. Donc voilà comment j'en suis venu à dire ce que je vais lancer cette marketplace. Donc ça répond à ta première question. Ta deuxième question, c'était ? C'était ça vraiment. C'était vraiment de comprendre quels ont été les facteurs clés du succès. Donc, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, c'était de reprendre un business existant et également d'aller résoudre un vrai pain point pour tes utilisateurs. Voilà, les facteurs clés, c'est qu'on répondait vraiment à un pain point du marché. Donc, et effectivement, malgré le fait qu'on était quand même assez précurseur, donc on a dû quand même vachement évangéliser le marché. Enfin, je peux vous dire, aller voir un carrossier, un casseur, un concessionnaire ou même un mécano pour lui expliquer le modèle marketplace. Bon, au début, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ça, c'est un premier facteur clé de succès vraiment important. En interne, deuxième facteur clé de succès important, faut mettre les meilleurs sur le projet. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des gens dans le business, donc dans le commerce, dans la partie digitale, dans la partie logistique, et ils étaient tous à plus ou moins à temps plein sur la construction du projet pour bien comprendre les usages. Et ça, c'est un troisième facteur clé de succès, c'est bien introduire les usages du marché, les usages de nos clients dans l'UX et l'UI de la marketplace. Et ça, c'est encore plus important dans le B2B. Et c'est ce qui va faire que il va y avoir une appropriation plus rapide et parce que sinon la marche risque d'être trop haute et donc les clients ne vont pas adhérer. Très clair. J'entends vraiment résoudre ce pain point, mettre les meilleurs sur le sujet. Et c'est intéressant, ce que tu parles quand tu parles de s'assurer que tu es la meilleure offre sur ton site internet. On parle très souvent quand on parle de marketplace du risque de désintermédiation et de fuite de la plateforme. En fait, comment faire pour que les différentes parties qui sont mises en relation sur la plateforme restent sur la plateforme et continuent d'échanger sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ce risque de désintermédiation et de nous partager ton point de vue sur les éléments très importants pour minimiser cette désintermédiation? Je vais revenir à un des basiques de l'intermédiaire, et c'est pas uniquement dans les marketplaces que ça marche, c'est de partout. Quand vous êtes un intermédiaire, il faut toujours vous poser la question de votre valeur ajoutée, parce que sinon vous disparaissez. Enfin, clairement, vous devez avoir une valeur ajoutée pour que la personne qui est d'un côté et celle qui est de l'autre ont toujours intérêt à vous garder dans le dispositif. Donc ça, c'est hyper important. Et donc voilà. Enfin, la valeur ajoutée que vous apportez, elle peut être très différente selon le secteur dans lequel vous opérez. Chez Aniel, cette valeur ajoutée que l'on apportait, c'était cette capacité pour le client. Donc du côté du client, c'était de pouvoir trouver toutes les pièces dont ils peuvent avoir besoin à un seul endroit, avec un seul UX. Et une totale transparence sur les prix et sur la génération de la best offer. Donc ça c'était une grosse valeur ajoutée pour le client. C'est ce qui fait que le client revenait. Et au global, si le client se mettait, bon, forcément sur la masse ça arrive, mais s'il se retrouve finalement à commencer à acheter chez un concessionnaire ou chez un casseur via la marketplace, et puis que finalement il décide d'aller le contacter en direct, il retombe dans ses anciens problèmes en fait. C'est-à-dire que c'est le problème d'avoir plein d'interlocuteurs, plein de façons de travailler, et au global on leur facilite beaucoup la vie. Donc ça c'est vraiment un point fort. Il y a aussi quelque chose qui permet de loquer quand même un peu, c'est le paiement. Clairement, autour de moi à l'époque il y avait certaines marketplaces qui ne géraient pas le paiement.
bon, quand vous gérez pas le paiement, quand même, vous loupez quand même une bonne partie du processus. Hein. Enfin, à un moment donné, voilà, on parle toujours de l'order to cash. Bon, bah voilà, il faut être présent au moment du cash et donc s'assurer que vous avez gardé la main jusqu'au bout jusqu'au bout de la transaction. Après, il y a des outils de fidélisation que vous pouvez utiliser classiquement. Nous, on avait mis un programme de fidélisation qu'on appelle les RFA, remises de fin d'année, qui était calculé sur l'ensemble des achats auprès de l'ensemble des fournisseurs. On faisait contribuer les vendeurs à cette RFA, ce qui faisait que le client avait plutôt intérêt à acheter via notre intermédiaire que de l'acheter en direct, parce que sinon, il sortait de ce programme de fidélisation. Et côté vendeur, l'objectif, c'est aussi de leur faciliter la vie. Nous, on avait beaucoup de vendeurs qui soit n'avaient pas de solution digitale, et s'ils en avaient, bon, c'était pas non plus leur point fort. Donc, on a quand même ce sujet-là. Bon, on gérait les paiements pour eux, on faisait le dunning quand même, la première phase de dunning à leur place. Enfin, au final, l'objectif, c'était aussi de faire en sorte que le vendeur se dise, par rapport à la commission que je paie, j'en ai pour mon argent. Et donc, il en a pour son argent parce que justement, vous allez prendre en charge des actions ou des tâches que jusqu'à présent eux avaient l'habitude de faire. Et en général, quand on parle de magasinier ou c'est pas obligatoirement ces tâches-là qui les éclatent le plus, d'une part. Et par ailleurs, vous avez aussi toute une ribambelle de vendeurs à qui vous apportez une désintermédiation. C'est-à-dire qu'avant, ils passaient par un ou deux intermédiaires. Là, boum, ils arrivent en direct. Donc, et cela, c'est quelque part, ils sont hyper intéressants parce que c'est ceux avec qui vous faites les grosses commissions. Hein. Enfin, les commissions ne sont pas les mêmes entre quelqu'un à qui vous apportez de la désintermédiation et quelqu'un qui, quelque part, c'est lui qui vous apporte votre long tail. Donc ça, c'est un autre point important. Et puis encore un point important pour être sûr que de pas se faire des intermédiaires, c'est de mettre de la concurrence. Soit la concurrence entre les vendeurs eux-mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que si vous êtes plutôt prisonnier en tout cas très très dépendant d'un vendeur, là soit vous avez réussi à le loquer par de la confiance, de l'historique, des choses qui font que lui ne vous fera pas ne vous désintermédiaire pas, ne va pas vous désintermédier, pardon, j'ai un peu de mal avec ce mot. Soit vous faites en sorte que si c'est pas lui, il y en a un autre qui va venir vendre à sa place, ou en tout cas qui va être en concurrence sur son secteur. Et ça, c'est aussi un des tips. Faut pas hésiter à mettre les vendeurs en concurrence. Et parfois, quand on est une marketplace hybride, comme c'est notre cas, ne pas hésiter à être soi-même concurrent du vendeur. Enfin, il faut pas avoir peur de ça. Il faut pas avoir peur des vendeurs. Il faut pas avoir peur des clients. Il faut être sûr de soi et sûr de ce que l'on apporte. Et à un moment donné, il y a une best offer, il y a une règle de best offer, que le meilleur gagne. Merci pour cette perspective. C'est vrai qu'effectivement, j'entends qu'il y a beaucoup de choses à penser, voilà, pour maximiser la valeur. J'ai mis les principales. Hein. Ouais, c'est très très bien. Si vous avez dans le chat, s'il y a des points qui résonnent particulièrement, n'hésitez pas à commenter ou même encore une fois ajouter vos questions. On y répondra à la fin. Comme on est encore dans la partie phase de conception, de départ, stratégie, avant de creuser un petit peu plus la partie paiement, j'aimerais bien aussi, Foucault, avoir ta perception, parce que chez Cocolabs, vous accompagnez des places de marché dès le départ pour le lancement. Donc, je serais vraiment curieuse d'avoir un petit peu ta perspective sur le sujet, et en particulier même peut-être savoir, voilà, quand une entreprise vient vous voir et qu'elle vous dit je veux lancer une marketplace B2B, quelles sont les grandes étapes à suivre, quels sont les conseils que vous leur donnez? Écoute, effectivement, c'est intéressant de revenir dessus parce que tu vas voir que ça fait pas mal écho finalement à ce qu'évoquent Quentin et Vincent. Quand une entreprise vient nous voir pour lancer sa marketplace B2B, il y a évidemment un certain nombre de prérequis et d'étapes à suivre pour s'assurer du succès justement du lancement. J'ai cherché à les résumer en 4 points. Le premier point, ça va être le cadrage, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comprendre les enjeux de la marketplace et définir sa stratégie. Concrètement, ça va découler notamment sur une définition de cible.
Là, comme l'évoquait Vincent, c'est à la fois côté offreur, mais aussi côté demandeur, donc autant côté fournisseur que côté client. Et typiquement, nous, on l'a fait dans un accompagnement auprès d'ADO, en commençant par la marque Leroy Merlin, où leur objectif était de lancer une marketplace de services à domicile. Et ils se sont posé la question tout d'abord de se dire qu'est-ce qui est actuellement proposé dans les magasins et surtout quels sont les besoins côté client. Et donc c'est comme ça, en allant voir vraiment des deux côtés, côté offreur et demandeur, qu'on a mis un certain temps avec eux à définir cette offre cible finalement, avec maintenant donc la marketplace Ogami qui a été lancée pour l'instant en Espagne et qui doit être lancée maintenant en France. Et donc vraiment cet enjeu de, avant même de se lancer dans le projet en tant que tel, bien se poser sur ces enjeux, sur sa stratégie. Le deuxième point ensuite qui est très lié et qui est extrêmement important, ça va être tout d'abord de travailler son réseau d'offreurs. Et là-dessus, Quentin évoquait à juste titre un équilibre important et une notion de l'œuf ou la poule, à savoir entre est-ce que je vais d'abord chercher des offreurs ou est-ce que je vais d'abord chercher plutôt des clients, de la demande. Et finalement, nous, on a plutôt tendance à suggérer de d'abord se concentrer sur le réseau d'offreurs, tout simplement pour qu'on n'ait pas finalement une sorte de coquille vide, donc une super marketplace hyper bien développée, mais qui malheureusement ne comporte pas les offres que le client est venu chercher. Et donc, pour éviter ça, on invite vraiment nos clients à anticiper ce sujet-là et donc commencer à constituer son réseau d'offreurs avant même finalement d'avoir l'outil technologique, d'avoir la plateforme en ligne. Et donc, ça implique aussi de se poser la question d'un plan de déploiement. Ça ne veut pas dire, évidemment, forcément d'avoir tout de suite 100% de mes offreurs pour pouvoir lancer ma plateforme technologique. Mais par contre, pourquoi pas prévoir un déploiement progressif qui peut impliquer de commencer sur un certain territoire particulier ou sur certaines typologies de produits. Et là, ça rejoint notamment ce qu'évoquait Vincent sur l'expérience avec Agnel, où ils ont effectivement déployé progressivement pour ajouter des gammes de produits en intégrant justement de nouveaux offreurs. Et là-dessus, donc on a différents exemples parmi nos clients et notamment deux exemples avec des enjeux très différents. D'abord, celui de Suez, qu'on a accompagné pour faire une marketplace de location de bennes de récupération de déchets. L'enjeu de Suez, c'était tout simplement de faire du maillage, donc maillage territorial, mais également en termes de couverture de besoins, pour proposer une plateforme qui soit nationale à l'échelle française. En fait, Suez, dans ses propres filiales, avait déjà une certaine offre sur le sujet, mais couvrait pas tous les territoires et couvrait pas toutes les typologies de bennes. Et donc, en sortant leur marketplace, ça leur a permis de constituer justement ce réseau additionnel avec des partenaires pour agrémenter leur offre et vraiment avoir cette vocation nationale. Un autre enjeu qu'on a eu cette fois-ci avec le groupe Logis Hôtel, donc dans l'hôtellerie, où on est plutôt sur une marketplace de e-procurement de produits. Là, c'est plutôt un enjeu de sélection. Ce qui se passait dans le groupe Logis Hôtel, c'est qu'on a donc environ 3000 hôtels-restaurants en Europe qui avaient chacun leur propre prestataire. Donc au total, ça faisait énormément de prestataires à gérer pour le groupe. Eh bien, c'est de réduire cet énorme volume en sélectionnant une centaine de fournisseurs uniquement, en les rassemblant sur cette plateforme. Et là, l'enjeu est très différent. C'est un enjeu de négociation de contrat cadre pour obtenir les tarifs les plus intéressants possibles et donc d'homogénéiser cette offre. Et enfin, les deux derniers points. D'abord, trouver les bons partenaires. Et je rejoins là le point de Vincent sur la constitution de l'équipe pour réaliser la marketplace. Il y a des enjeux bien sûr d'organisation interne et qui va gérer en interne la marketplace. Il y a aussi un enjeu à s'entourer des bons partenaires. Et donc, typiquement, ça va être évidemment une agence web, mais ça va être aussi énormément d'acteurs finalement qui vont graviter autour du projet, des éditeurs de solutions, que ce soit la solution cœur de la marketplace ou des solutions de paiement, que ce soit des agences de design par exemple, ou même tout simplement des agences de communication de marketing, qui va là encore être évidemment un enjeu extrêmement fort. Et enfin, donc le tout dernier point, c'est anticiper au mieux l'ensemble des prérequis internes qu'implique cette plateforme. Donc là, on touche notamment à la thématique de la conduite du changement. Donc, quels vont être les impacts métiers en interne comme auprès de nos futurs offreurs et nos futurs clients et comment on peut les anticiper au mieux. Et donc là, ça implique évidemment de se projeter, de faire un petit peu d'orga méthode et d'anticiper au mieux tous ces impacts pour pouvoir assurer finalement un déploiement fluide pour la marketplace.
Super clair et c'est très très intéressant j'aime beaucoup cette approche aussi de dire finalement ça a peut-être du sens de se focaliser un peu plus sur l'offre pour commencer pour ne pas avoir de coquille vide. C'est une très bonne analogie effectivement qui je l'espère pourra résonner dans notre audience. Donc là tu nous as parlé vraiment des grandes lignes, des points clés. Si on rentre un petit peu plus dans le cœur du sujet sur la partie fonctionnalité, comment vous gérez cette partie fonctionnalité au niveau des paiements? Vincent nous l'a dit aussi en départ chez Annual Marketplace. Pour lui, c'était essentiel que la transaction ait lieu sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie fonctionnalité paiement? Comment vous l'abordez avec vos clients? Déjà de manière générale sur l'aspect sur l'aspect purement fonctionnel, on a tendance à conseiller plutôt nos clients d'avoir une vision produit qui s'inspire majoritairement des retours terrain utilisateurs. Ce que ça implique, c'est de se déployer plutôt sur un mode MVP, donc sur un périmètre fonctionnel finalement le plus maîtrisé, le plus simple possible au lancement, pour tout simplement avoir la plateforme en ligne et donc être capable de s'appuyer sur ces retours utilisateurs. Donc encore une fois, autant côté demandeur que côté offreur. Et donc procéder finalement itérativement. Et dans ce processus, finalement, dans cette vision produit itérative, aussi s'assurer qu'à chaque étape, on propose de la valeur, on capture de la valeur. Vincent parlait de valeur ajoutée. Quand on a un rôle d'intermédiaire, c'est effectivement extrêmement important. Et donc, ce que ça implique notamment pour la partie paiement. Nous, on a vu dans certains cas des marketplaces qui se sont lancés initialement sans paiement, tout simplement parce que dans un temps 1, c'était pas forcément là qu'était la valeur ajoutée, parce que peut-être que le temps 1, c'est d'abord de constituer un catalogue justement de prestataires fiables, d'abord donner accès finalement à ce catalogue en tant que tiers de confiance, mais par contre, c'est quelque chose qui peut très bien arriver par la suite. Et évidemment, dans d'autres cas, on a des clients pour lesquels le paiement est une valeur ajoutée dès le lancement. Et dans ce cas, effectivement, on va le prioriser dès la première version finalement qui va être déployée. Et donc, en termes de démarche, on a l'exemple notamment d'Alliance Partner qui a déployé avec nous une marketplace qui était là aussi sur du service, qui a mis donc quasiment 1 an finalement à être déployé parce qu'ils ont souhaité donc procéder par itération et notamment avec une première version qui était uniquement accessible à des bêta utilisateurs. Donc les premiers demandeurs et les premiers offreurs sur la plateforme étaient uniquement une sélection d'alliances pour, à partir de leur retour, s'assurer qu'ils captaient bien de la valeur sur l'ensemble des parcours. Et donc ça a permis de repenser les parcours, simplifier, voire carrément écarter des pans fonctionnels quand on s'apercevait qu'ils n'étaient pas forcément utilisés, ou à l'inverse, ajouter des fonctionnalités. Et ensuite, pour revenir sur le paiement en particulier, c'est effectivement un enjeu clé sur toute marketplace transactionnelle et c'est donc impératif d'anticiper ce sujet suffisamment tôt. On a encore aujourd'hui malheureusement beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui pensent qu'ils peuvent se renseigner sur le paiement en bout de chaîne finalement une fois que le projet est déjà lancé. Or, c'est extrêmement important d'anticiper ce sujet, rencontrer les bons acteurs et évidemment sélectionner donc en l'occurrence le PSP, l'acteur qui va accompagner le client dans la marketplace, encore une fois très tôt, avant même de lancer le projet, notamment parce qu'il y a un certain nombre de délais, ne serait-ce que légaux ou juridiques à avoir en tête pour avoir effectivement une solution de paiement qui soit opérationnelle sur la plateforme, mais aussi parce que finalement le paiement va toucher à des parcours clés, à ce qu'on appelle nous le fil rouge d'une marketplace, donc qui sont vraiment les parcours les plus importants dans la marketplace, et en fonction des modes de paiement qu'on va proposer, des fonctionnalités, en fonction des KYC, KYB, on va avoir très vite des impacts sur ce fameux fil rouge, d'où encore une fois l'importance de l'anticiper au maximum pour que finalement dès les premiers ateliers de conception, on l'intègre dans les parcours utilisateurs. Et enfin, un dernier exemple là-dessus, on a déployé aux États-Unis la marketplace de Siemens Energy, qui est une marketplace de maintenance pour les centrales énergétiques. Et alors là, l'enjeu de paiement était crucial et Siemens voulait initialement au lancement proposer un paiement par carte bancaire à ses clients professionnels. Alors, c'est assez surprenant parce qu'on parle quand même de paniers moyens qui sont des dizaines ou des centaines de milliers de dollars, mais visiblement pour eux c'était pas un frein. Et en fait, ce qu'on a fait au lancement, c'est
on s'est aperçu là encore avec des bêta-testeurs, bêta-utilisateurs côté partenaires finalement, qui sont en fait des sociétés de maintenance justement de centrales énergétiques. Bon, on s'est aperçu qu'ils avaient déjà des process de paiement propres à eux, et certes ils avaient envie, grâce à Siemens Energy et grâce à ces marketplaces, d'identifier des besoins et d'avoir des mises en relation, mais ils avaient en fait absolument pas envie qu'on vienne toucher à leur process de paiement. Et donc dans la V1 qui est aujourd'hui en ligne, le paiement est pour le coup géré directement au gré à gré dans les process de paiement habituels des sociétés de maintenance. Mais c'est donc quelque chose qui va être ajouté progressivement, et notamment ils y tiennent ajouter ce fameux paiement par carte bancaire. On imagine plutôt pour les petites opérations courantes que pour les grosses opérations de maintenance. Merci Foucault pour ce partage d'expérience et tous ces exemples. J'espère que l'audience pourra se nourrir de tout ça. Ça gagnera du temps. Quentin nous disait qu'il avait dû passer plein de coups de fil à tout le monde pour lancer sa marketplace. Je pense qu'en quelques minutes, ça a dû donner ça a dû faire gagner beaucoup de temps à toute notre audience. C'est très intéressant ce que tu partageais sur vraiment ces marketplaces B2B, les différents comportements d'achat, les différents moyens de paiement qui sont disponibles. Olivier, j'aimerais beaucoup avoir un petit peu ton point de vue là-dessus et comprendre de ton point de vue chez Lemonway, voilà, quel est le rôle du checkout, de l'expérience de paiement pour le développement d'une marketplace et même pour aider à son développement et établir de la confiance avec les acheteurs, avec les vendeurs. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton retour là-dessus, ce que tu observes? Ouais, bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que tout le monde a abordé le sujet du paiement là, donc j'ai une intro assez facile parce que c'est effectivement un des sujets principaux quand on parle de marketplace et donc de transactions avec des flux de paiement qui peuvent être complexes. Et c'est vrai que le checkout, l'expérience de paiement, ce sont des choses qui sont essentielles pour pouvoir établir la confiance, la réputation et aussi la crédibilité finalement de la marketplace, en offrant un processus de paiement qui va être sécurisé, qui va être fluide. La plateforme va pouvoir rassurer finalement les acheteurs, les vendeurs quant à la protection de leurs données financières, mais aussi personnelles. Et je dirais qu'une expérience de paiement sans friction, avec des options de paiement variées, un support client qui est efficace aussi, tout ça, ça va venir renforcer la fiabilité de la marketplace. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir choisir un acteur qui, à mon sens, possède ces deux critères qui sont importants. C'est d'avoir une technologie qui est robuste. On entend par là notamment une API qui est efficace sur le point de vue un petit peu plus technique, mais qui va permettre notamment l'intégration assez facile de la solution. On parlait tout à l'heure, Vincent le disait, de faciliter la vie des vendeurs. C'est aussi une technologie qui va permettre d'avoir un processus d'onboarding efficace auprès des vendeurs. Et puis côté acheteur, ça va être une technologie qui va proposer une expérience d'achat fluide qui se rapproche du B2C, qui est semblable au B2C. Et c'est vrai qu'en ayant une solution qui est intégrée en marque blanche, notamment dans la marketplace, qui permet d'effectuer le paiement sans sortir de la marketplace, ça c'est un élément qui va venir contribuer finalement à la sécurité et rassurer l'acheteur. Et puis le deuxième point qui est important pour moi, c'est aussi une solution qui va valider tous les aspects réglementaires d'une marketplace. Foucault en parlait, effectivement, le paiement, surtout sur la marketplace, va toucher ces aspects réglementaires, spécifiquement dans le B2B, avec des acheteurs qui ont des paniers moyens qui sont plus élevés. Et l'aspect réglementaire concerne notamment la partie KYC, avec la vérification des utilisateurs de la plateforme, et en particulier des vendeurs. Ça joue un rôle important pour la confiance entre les acheteurs et les vendeurs. Mais ça vient aussi appuyer la crédibilité et la réputation de la marketplace dans votre écosystème, dans votre secteur d'activité, dans le B2B. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ces deux éléments-là qui sont importants pour pouvoir établir justement cette confiance entre les acheteurs et les vendeurs. Et surtout, je rejoins Foucault, merci pour l'intro, vraiment de se pencher sur le sujet du paiement et choisir l'acteur qui va vous accompagner très tôt dans le processus, parce que effectivement, en fonction des moyens de paiement, en fonction des usages de vos acheteurs, de vos vendeurs, on va devoir s'adapter à ce modèle-là. Voilà. Ouais, non, c'est sûr, hein, c'est vrai que chez nous, même nous chez Okodo, on le voit, on a mené des enquêtes et des études et on a une stat qui est que 83%
des acheteurs B2B peuvent abandonner un achat en ligne si les conditions de paiement ne sont pas disponibles. Donc c'est vrai qu'on s'imagine avoir passé énormément d'efforts, de temps, à aller attirer des vendeurs, attirer des acheteurs, à aller établir sa stratégie, à aller trouver des acteurs de confiance. Et là, on se dit, zut, je perds la transaction parce que mes conditions de paiement ne sont pas disponibles. Donc est-ce que tu pourrais aussi nous partager, Olivier, un petit peu ta perception des conditions de paiement qui sont mises à disposition des acheteurs, des utilisateurs finaux? Bien sûr, j'aime beaucoup le chiffre que tu as sorti. D'abord, il y a un premier élément à prendre en compte. Les marketplaces B2B vont demander un certain niveau de personnalisation qui est assez fort, compte tenu déjà de la dimension relationnelle qui est entre les acteurs, mais aussi de la structuration du process de décision qui est différent. Les processus de vente en B2B sont un peu plus complexes, d'abord parce que les prix unitaires sont généralement plus élevés, mais aussi parce que les conditions et les délais de paiement font pleinement partie finalement de la transaction. Et donc, on sait pour autant aujourd'hui que le marché du B2B est assez en retard sur la digitalisation comparé au B2C, ce qui peut engendrer des pertes de revenus assez importantes. Il y a un autre chiffre que je vais ajouter à ce que tu dis, Cécile, c'est qu'il y a une étude de McKinsey en 2023 qui est sortie, qui a indiqué que 60% des acheteurs B2B étaient prêts à acheter sur des places de marché. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans le B2B fonctionnent avec du paiement différé à 30, 60, 90 jours. C'est impératif de répliquer ce modèle-là aujourd'hui sur le digital pour pouvoir attirer vos acheteurs qui puissent trouver un intérêt, on le disait tout à l'heure, à venir sur votre marketplace plutôt que de passer par leur canal d'achat traditionnel. Et donc, nous, c'est dans ce cadre-là que chez Lemonway, on travaille justement avec un écosystème de partenaires spécialisés dans ce domaine-là comme Okodo, qui va permettre finalement d'ajouter cette couche de paiement supplémentaire qui est essentielle au B2B si vous souhaitez vraiment avoir une marketplace performante. Vous allez pouvoir finalement résoudre l'un des pain points les plus importants en B2B, c'est des acheteurs qui veulent payer le plus tard possible et des vendeurs qui veulent être payés tout de suite. Voilà. Et en ce sens, la qualité du prestataire de paiement que vous allez choisir sera vraiment clé pour le développement et la scalabilité de la marketplace. Merci Olivier pour ton partage. Pour ton partage, et c'est vrai qu'effectivement, on le constate, on constate un petit peu les mêmes observations chez nous au niveau du paiement. Je regarde l'heure, il nous reste encore peut-être une ou deux questions avant qu'on prenne les questions de l'audience. Si vous avez encore des questions dans l'audience, n'hésitez pas. Peut-être, on a parlé de ce qui marchait, de ce qu'il fallait faire. J'aimerais bien aussi entendre Vincent, peut-être avoir ta perspective d'entrepreneur qui a vraiment pas mal de recul sur ce qui marche, mais aussi sur ce qui marche pas. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quelle a été l'une de tes plus grandes erreurs ou l'un de tes plus grands échecs en gérant ta marketplace? Alors après, ce qui marche pas, c'est pas tant dans de l'ordre de ce qui marche pas que d'avoir mal évalué un élément qui est très important quand même dans tout projet, et là c'est le cas dans ce projet-là, c'est de s'assurer que on aura toujours les fonds ou le financement qui permet d'aller à la vitesse et au scope que l'on a prévu dans le business plan. Et j'avoue que chez Aniel, alors on n'a pas été aidé parce que c'est vrai que, comme je vous dis, on l'a lancé en 2019, en pleine accélération de scale, on s'est quand même pris le Covid avec donc 80% des garages qui étaient fermés, etc. Donc ça nous a mis un coup, c'est sûr, mais on n'avait pas suffisamment prévu les fonds nécessaires pour ne pas avoir à se poser la question de comment on finance toute cette transformation. Alors bien entendu, il y a le financement de la technologie. En général, ça coûte toujours un peu plus cher que ce qu'on a prévu au départ, mais bon, quelque part, c'est pas la partie, je dirais, la plus complexe parce que c'est pas la partie la plus complexe de toute façon à financer, mais c'est plutôt tout ce qui vient autour. Effectivement, il y a un moment donné, quand ça accélère, vous dites là, il va falloir que temporairement, mais ça peut être temporairement pendant un certain temps, il va falloir mettre le paquet sur les coûts de com, les coûts de marketing, remettre des commerciaux, remettre des personnes au call center pour expliquer, évangéliser, et
Et puis après, derrière, on avait prévu d'enclencher d'autres univers, parce que les carrossiers, ils n'achètent pas que des pièces, ils achètent du consommable, et puis ils peuvent aller acheter bien plus de choses, je sais pas, des pneus, de l'huile, etc. Donc voilà. Et en fait, je pense que, ce qui est sûr, c'est que moi, mon regret en tant que dirigeant, c'est de ne pas avoir bien appréhendé cette partie-là, et de m'être retrouvé à un moment donné à devoir faire des choix qui ont ralenti cette accélération et qui a généré une vraie frustration chez moi et oui, je pense que en plus c'était faisable. Je sais pas si, vous savez, à peu près à la même époque, un peu après, il y a Encore Store qui était lancé. Encore Store, je sais même pas s'ils avaient encore un client qu'ils avaient déjà levé plusieurs centaines de millions d'euros. Et là, bon, à ce moment-là, on se dit, moi, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me dis, mince, peut-être que il y a un truc que j'aurais dû faire peut-être un peu moins traditionnel et donc être un peu plus focus sur ce sujet-là. Et oui, Encore Store s'est retrouvé avec beaucoup d'argent devant lui, qui lui ont permis de tracer sa voie et de faire tout ce qu'il fallait pour être là où il a dit qu'il serait dans 5 ans. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment le sujet. Alors c'est pas techno, c'est pas, mais c'est un des aspects quand même très importants dans tout projet, et c'est aussi un des aspects importants dans un projet de marketplace. Pour revenir au techno, je pense que j'ai pu observer pas mal d'erreurs qui sont faites parce que les gens partent d'abord avec la techno et après commencent à constituer leur business plan ou à ajuster leur business plan. Je pense qu'il faut être très clair sur très clair sur sa vision, sur son business, le nouveau business model, faire son business plan, et après vous en faites pas, les technos qui correspondent à vos besoins, elles existent pas. Et les petits blocs ou les parties qui n'existent pas, il y a des agences qui seront tout à fait capables de vous les développer. Donc voilà, mais ne pas faire les choses à l'envers. Et ça, c'est typiquement une de mes fiertés, c'est de ne pas avoir fait cette erreur. Il faut vendre, comme on dit au début. Commencer à vendre et après monter le produit. Comme tu dis, Vincent, en effet, il y a toujours les technologies, on les trouve toujours après. Ouais, c'est vrai que ça, Vincent et Quentin, ce que vous partagez, ça a beaucoup d'écho, ça résonne beaucoup. C'est vraiment ce même message. Merci beaucoup pour ce partage. On va ouvrir la suite du webinaire aux questions. Donc, j'ai regardé un petit peu, là, je vais regarder le chat. Il y en a quelques-unes qui ont été posées. Peut-être, Quentin, pour toi, je pense qu'il y en a une qui est assez pertinente. Tu nous as parlé un petit peu, voilà, de comment tu as fait pour te lancer, tu t'es appuyé sur ton réseau pour l'offre et la demande. Est-ce que tu as vraiment des stratégies qui ont été plus efficaces que d'autres pour alimenter ton portefeuille d'utilisateurs? Alors, des stratégies plus efficaces que d'autres, on n'en a pas eu beaucoup, j'avoue. Nous, les stratégies pour amener donc des freelancers sur la marketplace, c'était tout simplement LinkedIn. Utiliser LinkedIn en postant, en postant les liens qui amenaient vers la marketplace, en faisant beaucoup de communication sur LinkedIn, en parlant de de cette nouvelle moyen de travailler, d'offrir, parce que nous, c'est une freelance marketplace, donc c'est d'offrir cette liberté, d'offrir de la transparence, d'offrir un nouveau service en fait aux consultants. Je dirais, je sais pas, Vincent, toi qui aussi connais bien le sujet, est-ce que tu vois d'autres manières, mais personnellement, nous, ça a été beaucoup de LinkedIn pour amener, beaucoup de communication sur LinkedIn pour vraiment amener les personnes sur cette marketplace. Alors effectivement, je pense qu'il y a deux types de projets. Il y a un projet comme celui de Quentin qui était quand même de créer cette marketplace parce qu'il a vu un besoin sur le marché. Et donc là, effectivement, il y a ce que dit Quentin. Je suis complètement d'accord avec. De notre côté, c'était un peu différent. On avait déjà beaucoup de clients. On connaissait bien notre secteur d'activité. Donc on a été pour le coup très B2B, c'est-à-dire que
surtout ce type de clients. Hein. Enfin, ils viennent pas nous chercher sur Internet pour le coup. Hein. Ces clients-là, c'est nous qui allons chez eux et qui leur disons achetez chez nous, vous allez voir, nos pièces elles sont super. Donc voilà, donc c'était beaucoup de marketing direct. Ouais, merci beaucoup pour ça. Il semblerait effectivement que vous soyez alignés sur la vision. Une autre question de l'audience aussi qui peut être intéressante d'avoir la perspective de chacun. Comment voyez-vous l'évolution du secteur des marketplaces B2B dans les 5 à 10 prochaines années? Olivier, je sais que tu en as parlé un petit peu. Peut-être que tu veux creuser un petit peu plus ou partager ta vision sur ce sujet. Bien sûr, il y a un élément qui est important, c'est aujourd'hui effectivement on voit les chiffres qui sont assez importants dans le B2B comparé au B2C. À chaque fois qu'il y a des études qui sortent, les chiffres sont assez considérables parce qu'il y a une vraie appétence et il y a une vraie volonté globalement du marché du B2B à se digitaliser. Donc moi je vois une forte évolution de ce marché-là, mais c'est effectivement en prenant en compte tous les aspects et tous les points qu'on a abordés, parce que répliquer aujourd'hui un business model qui existe en physique sur du digital, en B2B, c'est une approche qui est un petit peu différente. Et donc c'est vraiment important de prendre en compte à la fois la partie conception, à la fois les us et coutumes des acheteurs et des vendeurs, la partie paiement évidemment, tout ça pour pouvoir constituer et construire finalement, je dirais, le bon outil, la bonne place de marché. Ouvrir une marketplace, c'est aussi important et c'est autant d'étapes que ouvrir une boutique qui a pignon sur rue. C'est pas juste lancer un site internet. Donc il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. J'ai une doctrine que j'aime plutôt et je pense que Foucault la rejoindra. Si vous lancez votre marketplace et que vous êtes totalement satisfait de cette marketplace-là, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Donc il faut impérativement se poser les bonnes questions en amont, tenter, faire la marketplace en mode MVP, avoir les premiers retours clients et c'est comme ça que vous allez réussir finalement à construire la marketplace parfaite, je dirais. Donc pour répondre à ta question et pour résumer, très fort potentiel sur le marché du B2B, à condition de prendre en compte tous ces éléments qu'on a cités qui sont, à mon sens, extrêmement importants pour le développement d'une marketplace. Oui, mais puis si je peux compléter, je peux vous confirmer que côté Cocolabs, on reçoit donc forcément pas mal de demandes pour des projets et des lancements de marketplace. Et je vous confirme que déjà depuis 1 an, 2 ans, une grosse majorité sont des projets B2B. Dans les gros enjeux qu'on retrouve beaucoup en ce moment, c'est vrai qu'il y a aussi un contexte un petit peu de crise, hein, faut aussi pas l'oublier. Et pas mal de marketplaces servent aussi à rationaliser les coûts, rationaliser les achats. On a notamment pas mal de demandes actuellement sur des sujets de e-procurement, que ça soit d'ailleurs de l'achat de produits comme j'ai cité le groupe Logis-Hôtel, ou sur des marketplaces de e-procurement de services comme on l'a fait avec le groupe Accor, où effectivement l'enjeu est plutôt de constituer des contrats cadres avec les fournisseurs, de proposer évidemment des produits et des services de qualité et homogène dans l'ensemble du réseau, mais aussi de maîtriser les coûts. Et ça, on le retrouve auprès des réseaux de franchisés, auprès des coopératives, beaucoup notamment. Et après, plein d'autres enjeux qu'on retrouve, notamment des lancements d'offres innovantes. Là, on retrouve notamment pas mal de retailers qui cherchent de plus en plus à se lancer sur des offres de services. J'ai cité Leroy Merlin notamment. On a aussi accompagné Intersport qui s'est lancé sur le service via une marketplace en Allemagne, ou encore des enjeux de digitalisation. Où là on retrouve notamment beaucoup sur la thématique de la formation, qui est finalement encore aujourd'hui à date un milieu qui est encore relativement peu digitalisé, et pas mal de demandes aussi qui viennent sur ces sujets-là. Et donc tout ça en B2B, que ce soit d'ailleurs du B2B privé ou auprès d'administration publique ou de collectivités. Mais donc voilà en tout cas le point de vue Cocolabs, le point de vue agence sur ce marché marketplace B2B. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette analyse. Notre webinaire va bientôt toucher à sa fin. Donc voilà, pour résumer, ce que je retiens vraiment de cet échange, s'il y en avait 3, avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, de la roadmap pour votre produit, pour votre marketplace, c'est vraiment essentiel au démarrage du projet. Avoir une valeur ajoutée très importante
pour maximiser l'utilisation de la plateforme et enfin vous assurer que vous êtes accompagné par des experts et que vous faites appel aux experts. Je pense que ça serait vraiment un petit peu les 3 points que je retiendrai de cette conversation. Olivier, Foucault, Vincent, Quentin, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup à l'audience aujourd'hui qui a pris le temps en ce dernier mercredi, il reste encore quelques jours avant la fin de la semaine, en ce dernier mercredi de juillet pour se connecter. Si vous avez des questions sur les sujets des marketplaces, du lancement, de la stratégie, sur les paiements, n'hésitez pas à nous solliciter et ce webinaire sera disponible en demande et n'oubliez pas aussi d'aller sur le centre de recherche sur Okono pour accéder à toutes les ressources. Je vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à toi. Au revoir. Merci, au revoir.